Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En France, à peu près personne ne connaît la bourgade de Kodok, au Soudan, mais si je vous donne son ancien nom, Fashoda, cela réveille peut-être en vous quelques souvenirs, puis de toute façon, Franck Ferrand est là pour nous rafraîchir la mémoire sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Fashoda, un nom qui claque comme un drapeau au vent, un nom devenu symbole de discorde et d'humiliation de la France face à la Grande-Bretagne. C'est une vision un peu réductrice que je vous donne là, nous allons voir ça tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est qu'en 1898, la crise de Fashoda a été, si on accepte le cas très particulier de Merz-el-Kébir, le dernier grand sujet de discorde entre la France et l'Angleterre, le dernier d'une très longue série, évidemment. Vrai, ouais. Un livre d'ailleurs très détaillé sur Fashoda vient de sortir et vous avez invité son auteur. Oui, Pierre Pélissier, auquel je poserai quelques questions qui me taraudent depuis longtemps et à qui je me ferai aussi un plaisir de transmettre les questions de nos auditeurs. Des questions qui, je le rappelle, arriveront évidemment par Internet et par Facebook. Ah oui, c'est quand même beau la technique. Je disais qu'on vivait dans un monde de fous, mais ça a aussi quelques avantages. Je découvre notamment depuis quelque temps les mérites du podcast. Vous êtes très nombreux à télécharger cette émission, je vous en remercie. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, nous faisons un bonjour en différé en quelque On vous salue. Et le moment est venu de nous armer d'un chasse-mouche et d'un coupe-coupe et d'aller plonger au cœur de l'Afrique équatoriale. – 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Les bateaux ne flottaient plus, ils rampaient, l'eau recouverte d'une couche épaisse de racines pourries et de plantes emmêlées. La trace même du chenal avait disparu, et quand une trouée s'ouvrait dans les hautes herbes, on apercevait que la plaine immense des roseaux, plaine sans terre, étang sans eau, le grand marais. C'est le grand écrivain Roland Dorgelès qui décrit ainsi la nature hostile avec laquelle doit se battre la mission militaire du capitaine Marchand aux confins du Soudan. Nous sommes en 1898. Malgré tous les obstacles dont parle Dorgelès, un petit groupe d'officiers français et de porteurs congolais progresse ainsi à travers les marais vers Fashoda. À l'époque, si on remonte tout là-haut, vers l'Europe, on baigne dans l'atmosphère électrique de la Belle Époque, qui, on l'oublie parfois, se trouve constamment agitée par des crises. Eh bien, parmi ces crises, celle de Fashoda survient entre la France et l'Angleterre au moment où s'amorçait un véritable rapprochement entre les deux pays. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette crise tombe très mal. Le gouvernement français est en effet à la recherche d'un allié face au péril allemand. Alors, on a trouvé la Russie, bien sûr, mais c'est naturellement du côté de l'Angleterre que le gouvernement lorgne. Quant à l'armée française, elle se trouve à ce moment-là affaiblie par les soubresauts de l'affaire Dreyfus. C'est donc pas du tout le moment de la mettre à l'épreuve. Je vous rappelle qu'à l'époque, la Grande-Bretagne et la France sont les deux superpuissances mondiales. Or, l'une et l'autre s'appuient sur de gigantesques empires coloniaux. On en parlait mardi à la foire de Paris. Des empires coloniaux qui ne peuvent que se gêner aux entournures et créer quelques frictions. Le grand terrain de compétition entre ces deux géants européens se situe en Afrique. Alors pour simplifier les choses, on pourrait dire que la majorité des possessions africaines de la France sont plutôt dans l'ouest du continent et la majorité des possessions anglaises dans l'est. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'enjeu stratégique et commercial de cette colonisation africaine, cet enjeu est dans le contrôle des axes transversaux. Les Anglais, qui sont maîtres du Caire, donc tout là-haut en Égypte, et puis tout en bas du Cap en Afrique du Sud, les Anglais voudraient établir la jonction verticale entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Tandis que les Français qui, eux, sont tout à fait tranquilles à Dakar, ou comme à Djibouti complètement à l'opposé, rêvent d'un axe horizontal, si vous voulez, Sénégal-Éthiopie. Eh bien, Fashoda, entre nous soit dit, c'est pas plus compliqué que ça, c'est le croisement de ces deux axes. C'est le point crucial
Or, ce point crucial se trouve sur le Nil, dans les fins fonds du Soudan. En vérité, les Français n'ont jamais vraiment accepté de céder le contrôle de l'Égypte aux Anglais. Depuis la célèbre campagne de Bonaparte, vous savez, les Français continuent de se sentir un petit peu chez eux au Caire. D'ailleurs, il y a l'école française du Caire, etc. Le percement du canal de Suez est leur œuvre, après tout. Seulement la vérité, c'est que les Anglais, sans faire trop de bruit, se sont bel et bien installés en Égypte dans les années 1880. Un seul obstacle, ils ont eu en 1885 quelques démêlés avec les musulmans du Soudan égyptien. Un prophète qu'on appelle le Mahdi a soulevé la population contre les colons britanniques et la garnison du général Gordon a été massacrée à Khartoum. Alors depuis, le nouveau Mahdi a installé sa capitale à Omdurman, donc juste en face de Khartoum. C'est sa façon, c'est une sorte de défi qu'il lance à la puissance britannique. D'ailleurs, inutile de se le cacher, sans cet obstacle, il y a longtemps que les Anglais auraient opéré la jonction déjà entre le nord et le sud de l'Afrique. Eh bien, n'ayons pas peur de le dire, c'est pour tâcher de profiter de cette situation et de les prendre de vitesse que dans un passé récent, 2 expéditions françaises ont tenté d'établir une liaison africaine ouest-est. Leur but officiel, c'est désenclaver les possessions de la France et leur objectif inavoué, c'est de barrer la route aux Anglais. La première expédition en 1891 s'est arrêtée, on peut dire complètement épuisée, aux portes de l'Ubangui. Quant à la seconde, elle a également échoué dans cette tentative de remonter le Congo jusqu'au bassin du Nil. Dans les 2 cas, l'échec est imputable aux mêmes causes, sans doute un manque de volonté politique à Paris, et donc des crédits insuffisants et un soutien logistique quasiment nul, même tout à fait nul. Et ça, c'est le problème essentiel. Contrairement aux Anglais, qui se fixent des objectifs au plus haut niveau et qui suivent ces objectifs coûte que coûte, en se donnant les moyens de leurs ambitions, les Français à l'époque doivent compter plutôt sur l'exploit individuel et le dévouement héroïque d'une poignée d'aventuriers, des aventuriers le plus souvent livrés à eux-mêmes et en tout cas très peu soutenus par des gouvernements que la question coloniale, il faut bien le dire, n'intéresse pas vraiment. Vous allez voir que la mission Marchand n'échappe pas à la règle. Alors, qui est-il ce Marchand et en quoi consiste sa mission ? Nous y voilà. Jean-Baptiste Marchand, il est né sous le Second Empire dans un village de l'Ain. Son père était un menuisier trop modeste pour lui payer des études. Il est donc entré d'abord aux écritures chez un notaire à l'âge de 13 ans. Seulement, il avait des rêves d'aventure plein la tête. Alors, il s'est engagé dans la coloniale. Il s'est voué à une carrière militaire via l'école de sous-officiers de Saint-Mexan, dans les Deux-Sèvres. Il en est sorti sous-lieutenant à 23 ans. Et en 1886, il a tout de suite été affecté en Afrique, où il accumule depuis de brillants états de service. Alors, au physique, à quoi ressemble-t-il ? C'est un homme brun, barbu, assez sec, vous voyez, mince, souple, très résistant au physique, mais aussi au moral, également plein d'audace et d'ambition. Et ce sont ces dernières qualités qui vont faire basculer son destin. En 1895, il a donc 32 ans, après 7 ans de loyaux services en Afrique, Marchand forme un projet sensationnel qu'il parvient à expliquer directement au ministre des Affaires étrangères. C'est pas n'importe qui, le ministre de l'époque, c'est l'illustre Gabriel Hanotaux, le grand historien. Il s'agit, en accumulant les exploits sportifs, d'opérer une percée vers l'Est africain jusqu'à se positionner sur le Haut-Nil à hauteur du village fortifié de Fashoda. Ainsi, les Français auront barré la route à l'Angleterre et posé des jalons pour une jonction ouest-est qui désenclaverait l'Empire. Hanotaux, a priori, aurait toutes les raisons de s'opposer à cette initiative. Les Anglais ont déjà fait savoir qu'ils regarderaient toute tentative française sur le Haut-Nil comme un acte inamical de la République envers sa gracieuse majesté. Mais en fait, le gouvernement français a été aussi informé de l'intention des Anglais de faire rapidement main basse sur le Soudan. Et ça pour un patriote comme Hanotaux, c'est pas acceptable. Un peu vite sans doute, un peu seul certainement, Hanotaux va donner carte blanche au capitaine Marchand pour monter son expédition. On est là en février 1896. Le 25 juin, la mission Marchand prend la mer à Marseille. Or, elle fait la traversée, elle se lance avec la bénédiction officielle du gouvernement français. Il faut le souligner, ça c'est important. Le gouvernement est d'accord. Marchand ne s'en va pas tout seul à l'aventure. Après un mois de traversée, on accoste à Luango, à 500 km de Brazzaville qui se trouve dans les terres sur le fleuve Congo.
Gagner Brazzaville, ça devrait être une promenade de santé. Seulement à ce moment-là, le Congo est en pleine anarchie et Marchand doit effectuer une véritable razzia pour trouver des porteurs. Ce sont des épisodes qui, évidemment, pour nous, à notre époque, sont choquants, mais à cette époque, on trouve, ce sont des comportements habituels, si vous voulez. Les gens, il y a un siècle, trouvaient tout naturel d'aller ramasser comme ça des porteurs dans la jungle africaine. La mission est à Brazzaville à la fin de l'automne. Elle comprend 150 tirailleurs soudanais, encadrés par une douzaine d'Européens. Et très vite, Marchand comprend que le gouverneur, qui est le célèbre explorateur Savorgnan de Brazza, le gouverneur ne va rien faire pour lui faciliter la tâche. Et pour cause, Savorgnan, c'est lui qui a échoué lors de la première mission Congo-Nil. Alors il n'a pas tellement envie qu'un autre réussisse là où lui n'a pas réussi. Pour trouver des bateaux, Marchand est obligé de s'adresser aux Belges. Eux acceptent de lui louer un grand vapeur. C'est ce bateau qui, en 2 voyages, amène toute la mission jusqu'au confluent du Congo et de l'Ubangi. On est donc là en février 1896. C'est là que les choses se corsent. En effet, il était prévu que le capitaine Marchand et son expédition se rendent jusqu'à Fashoda par la terre. Seulement, la région est en proie à des guerres tribales extrêmement dangereuses et le gouverneur local explique à Marchand que dans ces conditions, il lui sera impossible de trouver des porteurs et des vivres. Le seul chemin qui reste traverse un gigantesque marécage, le Bahr el Ghazal. Il faut donc trouver un nouveau bateau. Au cœur de l'histoire revient dans un instant Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui à la fin du 19e siècle sur Europe 1 et Franck retrace la crise de Fashoda. Oui, on est tout au bord du 20e. Le capitaine Marchand a donc besoin d'un bateau pour gagner Fashoda à travers un gigantesque marais. Ça tombe bien, il a repéré un vieux rafio ancré près du camp qui s'appelle le Faidherbe, du nom de l'homme qui avait pacifié, comme on disait, le Sénégal. Grande question, comment acheminer le Faidherbe jusqu'au Bahr el Ghazal, jusqu'aux confins de ce grand marais? Eh bien, il n'y a pas de voie navigable qui conduise là-bas. Le capitaine considère le défi et il le relève. Figurez-vous qu'on va démonter le navire, on va démonter le Faidherbe pièce par pièce et le transporter à dos d'homme à travers les terres jusqu'au marécage. Ça suppose de jeter des passerelles par-dessus des ravins, de créer des paliers sur certaines pentes très raides. Dites-vous bien que la chaudière, par exemple, que l'on a découpée en 2 parties, cette chaudière ne pèse pas moins de 2 tonnes à elle seule. Vous imaginez l'exploit inconcevable accompli en quelques mois seulement par ces hommes, essentiellement bien sûr des porteurs locaux, encadrés par une poignée d'officiers, et ce dans des conditions climatiques et sanitaires indescriptibles. Finalement, le Faidherbe est remonté, tant bien que mal, et la mission peut embarquer en juillet 1897. Seulement, le pauvre rafio est très chargé, il s'enfonce assez profondément dans ce marécage où il y a d'ailleurs très peu d'eau. C'est un travail énorme pour les éclaireurs que de trouver des passes qui soient assez profondes pour permettre à l'expédition d'avancer. On piétine, les désertions se multiplient bientôt, les fièvres vont s'en mêler et Marchand lui-même en viendra à douter. On peut dire que le découragement s'installe. Or, les Anglais, de leur côté, progressent, eux aussi, vers Fashoda. Ils seront bientôt à Fashoda, et peut-être qu'ils y seront avant les Français. Il faut donner un nouveau coup de collier. Pour essayer de relancer une dynamique, le capitaine Marchand décide de troquer le Faidherbe contre une flottille de baleinières qui ont moins de tirants d'eau, donc elles vont pouvoir avancer plus facilement. On repart le 4 juin, donc 98, toujours, pour une traversée des marais incroyable, héroïque. C'est facile à raconter tout ça assis tranquillement dans un studio, mais vous imaginez une navigation jour et nuit au jugé parmi des herbes géantes, des îles dérivantes de hauts fonds mouvants sous une chaleur de bête, dans une humidité record. Je cite à nouveau Roland d'Orgelès. Le capitaine Marchand, debout au milieu de la baleinière, se pencha sur l'épaule du guide, l'ombre de son grand feutre recouvrant la tablette. « Eh bien, Baratier, vous vous y retrouvez ?» L'officier, détachant le nez de sa boussole, se retourna. Son œil gauche, refermé à moitié, était injecté de sang, l'autre recouvert d'un bandeau. « C'est très pénible, avoua-t-il, tout se brouille. » La flottille, engagée dans ce désert de boue, n'avait que cet aveugle pour la conduire. Finalement, alors que les hommes épuisés n'y croyaient même plus, la flottille, enfin délivrée du marécage, va trouver un chenal qui la conduit au Nil bleu.
il y a quand même 3000 km à vol d'oiseau entre Luango et Fashoda. Au total, la mission aura parcouru plus du double de cette distance. Et dans quelles conditions ? Le capitaine Marchand et ses hommes ont pris de l'avance par rapport au Faidherbe. Ils progressent en avant-garde et le 10 juillet 1898, cette avant-garde atteint donc Fashoda sur le Nil dans le soleil couchant. On va hisser le drapeau français, bien entendu. Et le moment est venu, croit-on, de prendre du repos. Bien non, parce que la ville ayant été rasée par les mahdistes, il s'agit de récupérer le plus possible de matériaux pour établir une sorte d'enceinte fortifiée. C'est un certain lieutenant Mangin, on en reparlera évidemment tout à l'heure, qui dirige ces opérations, le futur général Mangin bien entendu. Le poste militaire sera prêt en moins d'un mois et pendant ce temps le capitaine Marchand s'emploie à développer de bonnes relations avec les populations locales. Le 25 août, le soleil n'est même pas encore levé que la bataille s'engage. Alors attention, quand je dis bataille, c'est pas avec les Britanniques, c'est contre les mahdistes. La brume qui a envahi le fleuve cachait les vapeurs, mais tout d'un coup ils émergent, 2 lourds vapeurs qui remorquent chacun 2 ou 3 grands chalands. Quand ils sont parvenus à moins de 2 km, les assaillants tirent un premier coup de canon, la charge tombe dans le fleuve, mais tout près à 300 mètres du poste. Maintenant les embarcations passent devant le fort et les échanges de coups de feu sont terribles. On entend les balles qui sonnent sur la carène des vapeurs. Il est 11h quand les mahdistes s'approchent de la rive, un peu en amont pour tenter un débarquement. S'ils parviennent à gagner la terre, la situation va devenir vraiment très dangereuse pour les Français. Les officiers postés par Marchand accueillent évidemment, si je puis dire, reçoivent les assaillants dès leur descente de bateau. Or, ça c'est important, les Français sont armés de carabines Lebel qui par rapport aux fusils connus jusqu'ici ne font aucune trace de poudre. C'est cette arme déroutante qui ne fait pas de trace en quelque sorte qui va saisir les assaillants et qui va donner la victoire aux Français. Enfin, la donner, ils la conquièrent. En face, on perd 500 hommes, il n'y a que quelques tués seulement dans la mission Marchand. Les Français n'en ont pas moins brûlé 14 000 cartouches sur les 42 000 dont ils disposaient. Mais en ce 25 août, on peut dire qu'ils sont vainqueurs. Et le soir même, Fashoda est débaptisé pour prendre un nom français. Ça devient Fort Saint-Louis. 4 jours plus tard, voilà le Faidherbe qui lui arrivait tranquillement. Il s'annonce à grands coups de trompe. Alors il apporte des munitions bien sûr, mais surtout des vivres, etc. On chante, on s'embrasse. On va pouvoir télégraphier à Paris que la mission Marchand est un succès total. Et là, on peut dire que le nom de Jean-Baptiste Marchand sera sur toutes les lèvres en France. Il est le héros, l'incarnation du génie national. On fleurit son portrait sur les balcons et les fenêtres. Pour les nationalistes, surtout, son acte de bravoure est une sorte de revanche contre les multiples humiliations que nous a infligées l'Angleterre à travers les siècles, mais c'est aussi un encouragement face aux Allemands. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on a perdu l'Alsace-Lorraine et qu'on n'attend qu'une chose, c'est de la retrouver. Extrait du générique de la série télévisée Fashoda, Franck. Oui, une série, ça ne me rajeunit pas cette histoire. Diffusée fin des années 70, oui, c'est ça ? 77 en l'occurrence. Les dialogues étaient d'un certain François-Marie Bagné d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur place à Fort Saint-Louis ? Eh bien, force est de constater que l'euphorie sur place fait bientôt place au doute. Le 19 septembre, en effet, 2 soldats emplumés à l'égyptienne viennent présenter au capitaine Marchand, désigné comme le chef de l'expédition européenne de Fashoda, une lettre signée du général Kitchener, qui sert comme sirdar, c'est-à-dire comme commandant en chef des troupes anglo-égyptiennes. Cette missive est assez ambiguë, évidemment, elle joue sur les mots, elle feint de considérer Marchand comme un explorateur européen privé. Il n'est question nulle part d'un officier français en mission officielle. Kitchener lui apprend une récente victoire sur 30 000 mahdistes, évidemment ça impressionne, et il annonce son arrivée à Fashoda à la tête d'un détachement très important et bien armé, détachement égypto-britannique. Marchand ne se démonte pas. Voici la réponse qu'il fait porter à Kitchener. Je crois devoir vous informer que par ordre de mon gouvernement, j'ai occupé le pays de la rive gauche au Nil Blanc jusqu'à Fashoda. Je vous présente donc mes souhaits de bienvenue dans le Haut-Nil et prends bonne note de votre intention de venir à Fashoda où je serai heureux de vous saluer au nom du gouvernement français. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Fashoda ou quand l'Angleterre défie la France, c'est ce que nous raconte Franck sur Europe 1. Il est 10h du matin, ce 19 septembre 1898, quand on aperçoit de loin, vers le nord, les contours encore vagues de la flottille britannique. Il y a le navire de Kitchener, qui s'appelle le Sultan, et qui est accompagné de 4 canonnières qui tractent chacune 12 chalands remplis de troupes, soit 2000 hommes plus 50 pièces d'artillerie, qui se retrouvent face aux malheureux Français qui sont 200, avec 2 canons. Kitchener a 48 ans, c'est une sorte de géant aux yeux bleu acier, à la grosse moustache. Une entrevue entre les deux chefs a lieu tout de suite. Marchand est à la fois plus jeune et beaucoup moins gradé, donc il rend une visite de courtoisie à Kitchener à bord du Sultan. Alors on tâche de se montrer aimable, mais évidemment, les visages sont très fermés. Kitchener, fort de sa supériorité numérique écrasante, Kitchener a beau jeu d'agiter le spectre d'un affrontement armé. Marchand, de son côté, essaie de faire bonne figure. Il ne se laisse pas intimider. « J'ai pris possession de Fashoda sur ordre de mon gouvernement, dit-il. Je ne puis en partir que sur un ordre contraire. » Autant dire que l'entrevue se clôt très vite et sur un dialogue de sourds. Les troupes anglo-égyptiennes ont débarqué pendant ce temps-là, mais à distance respectueuse du fort français. Kitchener est un homme d'expérience. Il se dit que plutôt que de se lancer dans un bain de sang contre un adversaire beaucoup plus faible en nombre, il serait plus sage de laisser le cours normal de la diplomatie jouer en faveur de l'Angleterre. Alors Kitchener attend. Ce qui ne l'empêche pas d'adresser tout de même à Marchand une deuxième lettre nettement plus comminatoire que la première, histoire de ne surtout pas entériner la situation de fait, et puis une troisième lettre, alors là cette fois carrément menaçante. Kitchener y notifie sa décision d'établir un blocus autour de la garnison française. Vous imaginez pendant ce temps la tension qui a pu s'installer entre Paris et Londres. Ça ne fait pas du tout les affaires du nouveau ministre des Affaires étrangères, ça, parce que Hanotaux a été remplacé par Théophile Delcassé, dont l'ambition première est justement de se rapprocher de l'Angleterre. Quant au président de la République, Félix Faure, il est tout simplement furieux de voir la France engagée dans ce mauvais pas. En effet, les choses étant arrivées à ce point, soit la France recule et elle se ridiculise, soit elle campe sur ses positions, mais alors ça veut dire un conflit, peut-être même une guerre contre Londres. C'est Berlin qui va se frotter les mains. En Grande-Bretagne, évidemment, on est parfaitement conscient de tout ce pataquès. La reine Victoria elle-même fait tout ce qu'elle peut pour modérer son gouvernement et calmer le jeu. La guerre n'est pas concevable pour un motif si petit, écrit-elle dans son journal. Les Français sont pris dans une horrible impasse, il faut les aider à en sortir. Ce qui n'empêche pas les ministres britanniques de faire de la surenchère. La situation est très tendue, elle est cornélienne. Le 9 octobre, le ministre Delcassé écrit au capitaine Marchand: il importe que je puisse prendre connaissance le plus tôt possible des indications que vous êtes en mesure de me fournir sur votre rencontre avec le général Kitchener. Ça, c'est une demande qui va créer un vrai malentendu, parce que du point de vue de Delcassé, il s'agit évidemment d'éviter à tout prix l'irréparable. Alors que Marchand, lui, qui est aveuglé par sa mission et par l'urgence de sa situation, s'imagine en lisant cette phrase que le ministre des Affaires étrangères est en train de chercher un prétexte pour en découdre. Alors en hâte, il dépêche à Paris son second, le capitaine Baratier. On va en parler longuement de Baratier dans la deuxième partie de cette émission. Il l'envoie via le Caire du reste, c'est-à-dire par un territoire britannique. Baratier arrive à Paris le 26 octobre. Dès le 27 à 8h du matin, il est au quai d'Orsay dans le bureau de Delcassé. Or, c'est pour comprendre que tout est déjà scellé et que tout est déjà perdu pour la mission Marchand. Ce que veut le ministre, ce qu'exige le gouvernement français, c'est la paix. Le 3 novembre, le gouvernement annonce donc qu'en raison de l'état sanitaire de la mission Marchand, le gouvernement vient de décider qu'elle quitterait Fashoda. Sur place, quand Marchand apprend la nouvelle, il est atterré. Mais ce qui le rend ivre de rage, encore plus que l'ordre lui-même, c'est le motif invoqué en raison de l'état sanitaire. Alors là, son orgueil ne peut pas accepter ça. Il adresse à Delcassé un télégramme incendiaire dans lequel il réfute purement et simplement le prétexte invoqué. Ce qui évidemment ne va pas changer grand-chose à l'histoire. Le capitaine Marchand et ses hommes vont devoir baisser pavillon, plier bagages, et le jour de leur départ, on verra les Britanniques au grand complet leur rendre les honneurs militaires, ce qui ne fait sans doute qu'enfoncer le couteau dans la plaie du capitaine français. Les héros d'hier vont rentrer en métropole, par l'est de l'Afrique d'ailleurs, et on peut dire que ça c'est un crève-cœur terrible, c'est la fin d'un grand rêve pour le capitaine Marchand. Il va être fait chef de bataillon, commandeur de la Légion d'honneur, mais ce sont de petites consolations. Alors, quand il passe par Addis Abeba, l'empereur d'Abyssinie, Mélénique II,
couvre le capitaine d'honneur et de présents. Et en France, bien sûr, l'accueil est triomphal. Ovation au cercle militaire, dotation par l'Institut de France, décision des élèves de Saint-Cyr de baptiser leur promo du nom de Marchand. Beaucoup d'hommages pour Jean-Baptiste Marchand, mais néanmoins un goût très amer. Il mourra beaucoup plus tard, on verra ça en 1934, après avoir pendant la Première Guerre mondiale fait à nouveau preuve de ses talents d'organisateur, des talents, pour tout vous dire, que personne ne lui demandait plus de prouver depuis très longtemps. 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Pour la partie magazine, on vous retrouve Franck avec votre invité sur Europe 1, Pierre Pélissier, qui est journaliste et auteur du livre Fachoda et la mission Marchand aux éditions Perrin. Oui, Pierre Pélissier, dont on se rappelle notamment la belle biographie de Prosper Mérimée. Merci. Vous êtes, Pierre Pélissier, un conteur au moins autant qu'un chercheur, et donc vous nous avez donné de cette affaire de Fachoda dans ce livre, Fachoda et la mission Marchand, une description très quasi romanesque. On a l'impression de connaître les personnages. Alors moi, j'ai été obligé là d'aller très vite dans la première partie de cette émission. C'est souvent à la hussarde ce récit, forcément. Il y a tellement de choses à dire. Tout était là. Mais il faut qu'on puisse qu'on puisse visualiser un peu mieux les principaux, les protagonistes. Alors, d'abord, qui est ce capitaine Jean-Baptiste Marchand? Il faut que vous nous en disiez un peu plus. On a à peu près, je pense qu'une grande partie de nos auditeurs voit à quoi il ressemblait, cet homme grand sec comme ça, très brun, avec cette barbe évidemment, et ce regard un peu dur, il faut bien le dire. Est-ce que le personnage était aussi dur que son regard? Le personnage est à la fois autoritaire, décidé, exigeant, ce qui fait que même ses plus proches partenaires ont parfois des craintes envers lui. C'est un personnage qui pense à lui, qui pense à sa carrière, qui rêve qu'il y ait dans l'histoire une mission Marchand, voilà, il a réussi parfaitement, et qui s'est entouré pour ça de gens parfaitement compétents, mais qui par moments ont l'impression qu'il lui fait un peu d'ombre. D'où lui vient cette espèce d'ambition un peu forcenée? Il a une revanche à prendre, comme on dit habituellement? C'est peut-être pas une revanche. Je pense qu'il faut revenir à l'armée de l'époque, qui est aussi un peu l'armée d'aujourd'hui. Il sort de Saint-Médecin. Alors Saint-Médecin, ce n'est pas Saint-Cyr. Mais oui, c'est l'école des sous-officiers. C'est les sous-officiers qui deviennent officiers à Saint-Médecin. Et il y a autour de lui des gens comme Baratier, qui est un Saint-Cyrien. Il y a Mangin, qui est un Saint-Cyrien. Il y a Largeau, qui sort également de Saint-Médecin. C'est un peu ce qu'on a appelé par la suite dans l'armée la guerre des boutons. Vous savez, les espèces de formations des écoles, des troupes. Là, ce sont tous des coloniaux, le problème n'est pas là. Alors, on va revenir sur Baratier, sur Mangin et les autres. Mais d'abord, face à notre capitaine Marchand, il y a carrément un général de l'armée britannique et qui n'est pas un facile. C'est donc Lord Kitchener. C'est un personnage curieux, qui est toujours à la limite du bluff, n'ayant pas peur du mot, et des réalités. Il dit qu'il est d'origine française. En cherchant bien, on trouve une lointaine ascendance française. Il va prétendre à Marchand qu'il a servi dans l'armée française. C'est vrai, mais pour quelques jours. En 1870, il a rejoint l'armée française. On a essayé de l'utiliser dans un ballon pour les observations. Il a pris une pneumonie et 3 jours après, il ne servait plus dans l'armée française. Sur l'affaire de Fachoda, ces récits envoyés à Londres sont d'horribles mensonges. Présenter les Français comme malades, n'ayant pas la moindre provision, n'ayant plus de munitions, tout ça, ça salit la mission Marchand. Et c'est faux. Et c'est faux. Et ça ne sert pas du tout la vérité. Est-ce qu'on peut dire que dans le prétexte invoqué par le gouvernement français, et pour parler très clairement par le ministre des Affaires étrangères Delcassé, ce prétexte d'état sanitaire, il y aurait un effet de la propagande, de la désinformation de Kitchener? Nous sommes en pleine désinformation. Il faut quand même savoir que cette mission française fait pratiquement 6000 kilomètres dans les pires conditions, et les dégâts sont quand même très limités. Il y a 4 tirailleurs qui disparaissent. L'un de maladie, syphilis, l'autre de maladie, la mouche tsetse, et les 2 autres, l'un mangé par un hippopotame et l'autre par un crocodile. Oui, c'est que l'hippopotame est le principal ennemi de la mission Marchand, bien sûr, il faut le dire. Bien sûr, ils ont l'aventure sans nom avec l'hippopotame.
Donc, face à Marchand, on a donc ce personnage qui, quand même, est alors vous nous dites un monstre de mauvaise foi, Oui. mais un peu quand même un grand seigneur. Enfin, tout à fait ce que l'Empire britannique envoyait dans toutes ses colonies, du reste. Il s'est fait grand seigneur, je ne suis pas C'est sûr ça. que tout le monde ait suivi. Il rêvait d'être le vice-roi des Indes, et la reine Victoria a dit non, il n'ira pas aux Indes, il n'aime pas les indigènes. C'est quand même une formule assez étonnante, et il a eu une carrière assez tortueuse parce que il souhaitait plus de choses qu'il ne pouvait en avoir, il visait sans doute un peu trop haut. Alors, autour de Marchand, il y a donc un certain nombre de fidèles. Vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure, avant de commencer cette émission, que dans cette affaire, le plus sympathique n'était sûrement pas Marchand. Votre cœur pencherait plutôt pour Baratier. À la fois de la tendresse pour Baratier et de l'admiration pour Mangin. Je crois Bien que sûr, les oui. deux sont à mettre. Alors on verra Mangin après, Oui. mais parlons de ce Baratier un peu. Baratier est un garçon à la fois étonnant. Baratier fait toute la mission avec un matériel de photographe, c'est-à-dire des plaques, parce qu'on faisait de la photo sur plate de verre à l'époque, avec les produits chimiques, il ne pouvait pas en trouver sur place. Il a rapporté une centaine ou 200 photos merveilleuses. Et en plus, il a cette espèce de dévouement qui va le pousser à reconnaître le Bahr el Ghazal avec Donc c'est l'Andorroin. immense marécage, en fait. Ils partent à deux pour 5 ou 6 jours, ils reviennent plusieurs semaines après, complètement épuisés, et ont failli mourir de faim plusieurs fois. C'est un garçon qui va au-delà de ce qu'il peut faire pour Marchand, mais quand il rentre de son expédition, la première chose qu'il dit à Marchand, c'est pas nous sommes vivants, nous rentrons, c'est comprenez-moi bien, j'ai dépassé vos ordres, mais je ne l'ai pas fait exprès, comme s'il y avait de la crainte des réactions de Marchand. Il y a cette autorité de Marchand Il qui était quand même très dur, était très dur. cassant, ce Très, très ce dur. personnage de Marchand. Mais sinon, il n'aurait pas réussi d'ailleurs. Alors c'est Baratier qu'on envoie à Paris finalement dans cette mission épouvantable, puisque lui se retrouve dans une situation très délicate. Oui, peut-être par chance, ce n'est pas Baratier qui doit partir, c'est Germain. Et Germain n'est pas disponible, il est parti faire une reconnaissance. Donc Marchand envoie Baratier, c'est peut-être le coup de chance de la mission. Parce que Delcassé et la famille Donc de le Baratier... ministre des Affaires étrangères. Oui, et la famille de Baratier sont liés. Il y a beaucoup de contacts, donc l'arrivée de Baratier dans le bureau de Delcassé donne un ton étrange. J'ai repris pratiquement le récit de Baratier pour ça, mais en même temps, ils peuvent se comprendre, ils peuvent aller loin dans leur discussion sans se brouiller, sans se vexer l'un l'autre. Du reste, évidemment, Delcassé assume dans toute cette affaire le mauvais rôle, et c'est celui qu'on a longtemps désigné à la vindicte. C'est un peu le mauvais patriote, apparemment, dans l'histoire. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est de toute la dimension politique et géopolitique de l'histoire, hein, évidemment. Oui. Mais disons que du point de vue comme ça populaire dans l'histoire de Fachoda, on dira c'est Delcassé qui a trahi la confiance, enfin qui n'a pas respecté la parole du gouvernement, puisque Hanoto avait quand même bien envoyé le capitaine Marchand. Oui. Bon. Delcassé, néanmoins, va se montrer relativement souple dans cette affaire. Et lorsque Marchand lui envoie cette espèce de télégramme incendiaire en lui disant « Il n'est pas question que je reconnaisse ce prétexte de la sanitaire, de l'état sanitaire de la mission », Delcassé va mettre le télégramme sous le boisseau pour ne pas aggraver la situation de Marchand. Je pense que Delcassé est un personnage, je ne dirais pas double, mais qui a d'un côté à défendre... C'est un vrai politique, hein, déjà. C'est un vrai politique qui sait très bien qu'on ne peut pas s'offrir un conflit avec la Grande-Bretagne, que nous avons un vrai ennemi, c'est l'Allemagne, que nous ne sommes pas capables de reprendre seul l'Alsace-Lorraine, et il va essayer de gagner du temps, de gagner la confiance des Anglais. C'est un énorme travail politique qui, effectivement, vu de l'extérieur, apparaît un peu comme une trahison, tout au moins comme un abandon de la mission Marchand. Donc le fait que sa famille ait été liée à celle de Baratier, vous dites, ça a évidemment arrangé les choses et ça a permis de temporiser un peu. Et d'oublier certains télégrammes qui sont restés dans des tiroirs, oui. Mais quand Baratier revient, évidemment, quand il revient à Fachoda, c'est avec une très mauvaise nouvelle qui l'a précédé, du reste, évidemment. En fait, Marchand était monté au Caire pour l'attendre. C'est ça. Donc c'est au Caire que Marchand... Oui, alors là, petite anecdote qui est quand même intéressante sur l'image de Marchand, je dis image pas par hasard, il passe 48 heures au Caire dans un contexte diplomatique effroyable, militaire effroyable, et qu'est-ce que fait Marchand? Il va poser pour un peintre. On fait un portrait de Marchand au Caire
pendant cette période-là. C'est quand même hallucinant. Qu'on ne me dise pas que Marchand n'avait pas des arrière-pensées, des ambitions. Ce tableau est révélateur de beaucoup de choses. C'est très amusant ce que vous dites, puisque je voyais 2 photos officielles également de Marchand qui sont prises après le retour de la mission. Donc, à la limite qu'il se fasse faire de grands portraits chez des photographes avant, on pourrait le comprendre, mais au retour, ça prouve bien quand même qu'il a d'autres ambitions. On va y revenir aussi tout à l'heure. Et puis, on va parler bien sûr de Mangin, qui faisait partie lui aussi de la mission Marchand. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Un extrait de Pomp and Circumstance sur Europe 1, Franck. Delgarme, je les aime tellement ces Anglais que je ne peux pas m'empêcher de mettre un peu de musique patriotique Vous avez bien anglaise, raison. même lorsque la perfide Albion nous joue de terribles tours. Ouais. Vous disiez d'ailleurs, c'est intéressant, ça, il faut absolument qu'on le dise au micro, Pierre Pellissier, parce que vous me disiez que l'efflorescence d'ouvrages sur Fachoda et donc la volonté sans doute d'attiser un peu la haine contre les Anglais, c'est après Merzel-Kébir et c'est Oui. en 42. Hein. Oui, exact. Après le bombardement de la flotte française à Merzel-Kébir, le gouvernement de Vichy, en fait, laisse publier une série de livres plus ou moins bons, certains sont parfaits, d'autres sont complètement exécrables, qui racontent de nouveau l'affaire Marchand, mais sous un angle totalement défavorable à l'Angleterre, bien sûr. Évidemment. Alors, pour finir le tour des personnages qui se trouvent autour du capitaine Marchand, on l'appelle souvent le commandant Marchand, mais il est commandant après. Hein, pendant, oui, il est nommé à toute fin, c'est ça. Germain, déjà, il faut dire un mot, ça c'est très. Il joue un rôle, lui, assez. Germain est un homme à la fois très discret, il est polytechnicien et artilleur, et il est là pour assurer, en quelque sorte, la sécurité des garnisons que la mission va laisser un peu partout. Alors, je crois qu'elle construit 7 ou 8 postes sur le chemin de Fachoda. Fachoda, c'est lui qui organise les défenses autour des murailles que construit Mangin. C'est un garçon discret, c'est lui qui aurait dû venir voir Delcassé à Paris, mais qui était donc en expédition à ce moment-là. Et c'est un garçon qui va mourir relativement tôt, des maladies que l'on peut attraper en Afrique à l'époque, alors qu'il a un poste important au ministère de la Défense. Vous avez d'ailleurs une première annexe dans votre ouvrage qui s'appelle « Ce qu'ils sont devenus ». Ça, c'est très bien parce qu'on voit qu'après cette affaire, la plupart ont été quand même sanctionnés. Les sanctions sont tombées pas sanctionnés très, d'ailleurs. Ils ont été un peu, comment dire oui. Sanctionnés, ce ne sont pas des sanctions officielles, voilà. Sanctions quand on est invité par la ville de Paris, invité par l'école de Saint-Médecin, invité au lancement d'un navire à Saint-Nazaire et que vous avez l'ordre de ne pas y aller. C'est quand même des sanctions. Et puis après, quelques jours après, on éparpille cette mission à travers la France. Partout où il y a une garnison, on reçoit 1 ou 2 officiers anciens de la mission Marchand. Très loin, hein, au bout de 2-3 ans, on va beaucoup plus loin. Il y en a 3 qui se retrouvent en Chine. Marchand, Fouque et Germain, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc c'est quand même pas très très bon. En plus, le pauvre Marchand rentre par la Russie. Il lie des liens d'amitié avec le tsar, et quand le tsar le demande comme conseiller militaire, on lui répond non, et finalement Marchand démissionne de l'armée. Finalement, c'est terrible que cet homme avec cette grande ambition et qui avait réussi à monter sa mission et à aller au bout du défi, et soit devenu une sorte de danger pour le gouvernement français, et donc il ait constamment été ensuite bloqué dans toutes ses ambitions. On va voir dans un instant quelles étaient ses ambitions politiques. Je voudrais juste qu'on dise avant un mot de Mangin, donc, parce que ça c'est le grand personnage de l'affaire, oui. Mais à l'époque il n'est encore que lieutenant. Oui. Il n'est que lieutenant, mais Mangin a une expérience de l'Afrique assez forte. Mangin comprend très très vite ce que l'Afrique peut apporter à la France, notamment dans les conflits à venir, le fameux conflit qu'on prépare contre l'Allemagne, qu'on attend contre l'Allemagne. Mangin écrit un livre qui s'appelle La Force Noire et qui est l'éloge des troupes africaines. Et les troupes africaines, finalement, ont passablement aidé la France à gagner en 14-18 avec les troupes maghrébines, comme en 39-45 d'ailleurs. Mangin
est un travailleur acharné. Il arrive à Fashoda, c'est un champ de ruines. Les murs les plus hauts doivent faire 60 cm. Et il construit un véritable fort avec des murailles qui montent à 3 mètres, avec des réduits pour se défendre, avec tout ce qu'il faut pour tenir le coup. Mangin est à la fois un vrai conquérant et un vrai combattant. Un vrai meneur d'hommes. Et là apparaît... Avec des conceptions, évidemment, qui aujourd'hui ont beaucoup obscurci sa mémoire, des conceptions très, disons le mot, assez racistes, évidemment. Enfin, en tout cas... alors, je ne sais pas... Vous savez, le problème des officiers qui ont commandé des officiers troupes... coloniaux, en l'occurrence. Coloniaux ou pas coloniaux, parce que les officiers des troupes maghrébines sont des officiers métropolitains. Exactement. Ces officiers de troupes, disons, indigènes, entre guillemets... avaient à la fois beaucoup d'affection pour leurs hommes et leur demandaient beaucoup. C'est-à-dire qu'à la limite, on ne comptait pas les pertes. Justement, Frédéric nous demande par Internet comment ont été traités les porteurs, les autochtones dont je parlais. Alors, les porteurs, il y a 2 sortes de porteurs. Les porteurs professionnels qui vont de Luango à Brazzaville. Ceux-là, ils se font payer pour porter des charges de 30 kilos. Les colis à Paris sont prévus de 30 kilos pour être portés. Il y en a 3000 et quelques. 3049 si mes souvenirs sont exacts. Ils vont porter en échange d'un salaire qui est misérable. Les gens qui les recrutent, qui sont de véritables négriers, je ne pense pas qu'il y ait un autre mot, empochant le plus gros de la recette. Et ces porteurs sont quand même bizarres. De temps en temps, ils partent avec 30 kilos, ils font 3 kilomètres, ils jettent les 30 kilos, ils attendent quelques jours, ils viennent se réengager. Ils reprennent un demi-salaire, 30 kilos, et on fait des trucs comme ça. Ensuite, la deuxième partie, donc au-delà de Bangui jusqu'au Nil, ce sont des porteurs recrutés sur place, qui dépendent des tribus et qui ne portent que dans la limite territoriale de la tribu, qui eux aussi sont payés, qui eux aussi portent 30 kilos, mais il y a quand même beaucoup de dégâts. Nous revenons sur Mangin, celui qui va devenir le général Mangin, sur les ambitions politiques de Marchand et puis sur le sens de toute cette affaire aussitôt après la publicité. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et le journaliste Pierre Pélissier, notre invité sur Europe 1. Alors si vous avez des questions sur Fashoda, c'est le moment ou jamais, europe1.fr et la page Facebook. Et là, pour y répondre, il est l'auteur de Fashoda et la mission Marchand. C'est édité chez Perrin. C'est un ouvrage qui est non seulement un très bel ouvrage historique, mais qui en plus dépayse. On est complètement plongé dans une toute autre atmosphère. Je dis ça puisque comme nous sommes vendredi, après tout, pour ceux qui voudraient aller se promener en Afrique pendant le week-end, c'est une bonne lecture. Revenons d'un mot sur Mangin, qui va devenir quand même un très grand personnage, y compris un homme politique important, bien après cette affaire, évidemment. Oui, Mangin a beaucoup de talent, Mangin a des ambitions, et Mangin a une formation, c'est un Syrien, mais avec une famille qui a une autre dimension que la famille de Marchand, et Mangin peut rêver à beaucoup de choses, peut espérer. Il aura effectivement une très belle carrière, mais une carrière militaire qui, vers la fin, sera quand même sanctionnée au moment les offensives Nivelles, où il est littéralement cassé. C'est pas le copain de Pétain, si je puis me permettre. Non, ce n'est pas du tout le copain, mais c'est un garçon qui est très lucide. Avec Marchand, il y a quand même des accrochages assez fréquents, ce qui fait que Marchand a tendance à l'envoyer ou devant ou derrière, car ils sont rarement ensemble, tous les 15. Et à un moment, quand il construit le poste à Fort-de-Sey, il sait qu'il fasse n'importe quoi, ça ne plaira pas à Marchand. Alors il ne se casse pas la tête, il fait un fort assez succinct, et quand Marchand arrive, ce qui se passe, Marchand déplace le poste. On va 5 kilomètres plus loin, reconstruire le poste. Et cette manière qu'a Marchand de construire des postes partout où il passe agace Mangin. Mangin trouve que Marchand a des allures de proconsul et qui cherche à se tailler un petit empire en Afrique. Et c'était sans doute pas tellement faux. Ce n'est sans doute pas complètement inexact. Du reste, Marchand n'a pas seulement des ambitions africaines, il a de véritables ambitions politiques. On le verra par la suite. Oui, il a des ambitions politiques. Il devient une sorte de symbole, on peut le dire, après l'affaire de Fashoda. Parce qu'il est celui que le gouvernement a trahi, mais qui, lui, tenait haut les couleurs de la France. Voilà. C'est ça. Alors, il y a un phénomène qu'il faut rappeler quand même, qui vient de se terminer, parce que comme un sous-lieutenant, Boulanger s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Le boulangisme, voilà. C'est très important. Le boulangisme. On dira 2 mots pour les plus jeunes de nos auditeurs. Oui, c'est un officier qui a été poussé vers le pouvoir, un peu, je dirais, malgré lui, mais qui s'est laissé entraîner et qui est devenu un dictateur possible. Et puis, il est parti en Belgique. Finalement, ça a fait... c'était un pétard mouillé, cette histoire. C'était plus l'opérette que du drame. Et l'opérette existe quand même. Il y a un fonds de commerce, le boulangisme, cette droite extrême qui essaie de récupérer Marchand. Alors que Marchand a des ambitions politiques, oui, qu'il a envie de devenir boulanger, j'en suis pas sûr. Mais
n'empêche qu'un Marchand se présente aux élections en 1906. Il se trouve face à des candidats de gauche. Il est largement en tête au premier tour et battu au second tour. Et c'est la gauche s'unit contre lui. Il sera conseiller général dans le Gard. C'est sans importance. Sa femme avait des propriétés dans le Gard. Il se fait élire. Mais à partir de 1906, de son échec électoral, il n'y a plus de Marchand. On va retrouver Marchand en 14, c'est tout. Ça devait être quand même un homme d'une grande force de conviction pour avoir réussi à entraîner Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires étrangères de la République, dans cette histoire un peu bizarre de Fachoda. Oui, Hanotaux était dans un contexte assez étrange. N'oublions pas qu'un gouvernement à l'époque tenait à peine 6 mois. Oui, c'est vrai, ça changeait très vite. Ça changeait très très vite. Hanotaux avait aussi des ambitions pour lui. Hanotaux était lié à la famille Marchand, la famille Mangin. Oui. C'est pour ça que Marchand a un contact assez facile. Et en fait, Marchand utilise des arguments qui existaient déjà. Cette poussée vers la mer Rouge, c'est pas une invention de Marchand. Il récupère l'idée. Marchand a récupéré l'idée qui était une idée déjà assez avancée, mais qui n'était pas l'idée d'Hanotaux lui-même, en fait. Non, l'idée courait dans les cabinets ministériels, l'idée courait dans les états-majors, c'est une vieille aventure. Il y a une mission qui devait partir, et c'est Brazza qui l'a arrêtée, sous prétexte que cette mission serait tuée dans la traversée des sultanats, où la mission Marchand est parfaitement bien accueillie d'ailleurs. Alors, d'un point de vue général, évidemment, je pense qu'on a bien compris que cette affaire de Fachoda survient dans un contexte mais vraiment pas du tout favorable. C'est-à-dire qu'on est en train, à l'époque, vous nous l'avez dit, de se rapprocher de la Grande-Bretagne. On s'est déjà rapproché de la Russie. Maintenant, on se rapproche de la Grande-Bretagne pour essayer de créer cette triple alliance contre l'Allemagne, pour encercler en quelque sorte l'Allemagne. Oui, en fait, toute la Première Guerre mondiale est en filigrane derrière. Bon, les Anglais, le Caire, le Cap, vous l'avez dit. Les Français, côte ouest, mer Rouge, nous le savons. Les Portugais, le même parcours que les Français, qui tentent de passer d'une rive à l'autre. Le Congo, qui n'est pas encore le Congo belge. Les Allemands sont au Togo, au Cameroun et au Rwanda. Et l'Italie est en Éthiopie, où elle vient de prendre une volée magistrale. Oui. Bon, donc un contexte dur. Quand les affaires durcissent, l'Allemagne, qui est sans doute pas innocente, se réjouit en disant, avec Fachoda, ils vont oublier l'Alsace-Lorraine. C'est quand même extraordinaire comme aveu. C'est l'ambassadeur d'Allemagne en France qui écrit ça à son empereur, en l'occurrence. Donc on est bien dans un pré-conflit mondial, chacun cherchant ses alliances, et Delcassé ne pouvait pas rompre avec l'Angleterre. Ce n'est pas possible. Donc en fait, ce qu'a fait le gouvernement français dans cette affaire, on n'a pas parlé du président Félix Faure, mais enfin, évidemment, il chapeaute tout cela. Ce qu'a fait le gouvernement français, c'est adopter la seule attitude possible. Elle n'est peut-être pas aux yeux de l'opinion la plus brillante, la plus noble, ni la plus héroïque. Oui, aux yeux des militaires, elle est la plus décevante, mais pour l'avenir de la France, c'est quand même la solution la plus sage. Il y aura des conséquences. Oui, et des conséquences qui sont notamment des conséquences morales, en quelque sorte. Morales et diplomatiques. Oui. La France, donc, se rapproche de l'Angleterre. On va arriver... Ce sera bientôt l'entente cordiale. Qui découle de là. Ben oui. On aura le feu vert pour s'installer au Maroc, à la même époque, en compensation, en quelque sorte. Des petits cadeaux de compensation. Voilà, ça se faisait. On partageait l'Afrique, à l'époque, comme un Monopoly. Pierre Pélissier, Fachoda et la mission Marchand, c'est édité chez Perrin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé notre lanterne sur cette affaire de Fachoda. C'était en 1898. Et en 2011, nous avons Faustine Bollard avec nous. Bonjour Faustine. Bonjour Franck, bonjour à tous. Avant de partir en week-end, on va parler beauté et mode dans notre émission. Un sondage pour Psychologie Magazine révèle que 61% des femmes et des Françaises se trouvent belles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur ce chiffre? À quel âge vous êtes-vous sentie la plus belle et la plus épanouie? 39-21 pour tous vos témoignages. Nous évoquerons également la mode, puisque le magazine Elle célèbre les jeunes créateurs. Nous nous poserons ensemble la question suivante. La mode est-elle faite pour tout le monde? Et avez-vous réussi, vous, à adapter la mode des podiums à votre penderie? N'hésitez pas, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler au 39-21. On est en direct pour ce kiosque du vendredi, Franck. Je me suis même laissé dire, Faustine, que vous alliez nous parler un peu d'histoire aujourd'hui. Exactement, vous avez bien raison. Et justement, mais je vous laisse cette matière première que vous maîtrisez tellement mieux que moi. Merci, et nous retrouvons lundi. Avec grand plaisir, bon congé de fin de semaine.